Nous allons avoir bientôt des échéances électorales importantes, évidemment, et tout le monde est obligé d'avoir un peu les yeux braqués sur ces échéances, parce qu'évidemment, la politique est une chose importante, parce qu'évidemment, le président élu dispose d'un levier de pouvoir absolument sans commune mesure, et l'élection va aussi nous permettre de cristalliser un peu les rapports de force entre les différents camps en lice. Pour autant, je pense qu'il est important de ne pas céder à cette espèce de pensée magique de l'élection, à cette pensée magique de l'homme ou de la femme providentielle, et de continuer à se prendre en main. Parce que, évidemment, c'est indispensable pour bâtir ou relancer les dynamiques politiques, justement, les dynamiques qui sont en place en ce moment même, quelles que soient les personnes pour qui l'on souhaite voter, elles s'appuient sur des réseaux de gens qui ont travaillé pour eux, qui se sont dévoués pour eux, qui ont mis leur énergie à leur service. Et donc voilà, l'homme ou la femme providentielle n'existe pas si elle n'a pas derrière elle quelques personnalités et des centaines de militants prêts à porter sa bonne parole. Donc indispensable de se prendre en main, de continuer à se prendre en main, et puis aussi indispensable parce que malheureusement, et là je ne voudrais pas mettre une note un peu désespérante, mais ça fait tout de même un certain nombre de décennies que nous attendons des changements importants, et hélas, je parle à un public politiquement formé, donc je pense que je ne vous surprendrai pas si je vous dis que c'est sans doute pas demain que nous allons renverser la table. Je pense qu'on en est tous conscients. Simplement, demain, nous allons compter nos forces et nous allons continuer à nous prendre en main. Et ça, eh bien, je pense que ce sera vraiment indispensable pour se préparer à la vraie France d'après, qui n'est pas celle que le président Macron nous a annoncée au moment du Covid. La vraie France d'après, ce sera une France où nous aurons à faire face nous aurons à résister, disons, à des tentatives d'ingénierie sociale, comme on a pu en voir là, qu'on soit d'accord ou non avec la politique sanitaire qui nous a été infligée durant pratiquement 2 ans. Nous aurons aussi à résister à une société de surveillance, où on le voit de différentes manières, l'interdiction de la monnaie liquide, enfin ce genre de choses que vous connaissez tous. Et puis évidemment, nous aurons à faire face à une société qui n'est plus la France qu'on a connue, qui est cette France post-moderne, ou néo-féodale. J'entendais Julien Rochdy tout à l'heure parler de donjon, la mode castrale à laquelle il faisait allusion. On risque d'y revenir, en effet. Et il est important de s'y préparer, il est important d'avoir des réseaux, il est important de savoir donc comment se préparer. Et cela, ça passe par la formation. Et je crois que ça ne passe pas que par la formation des élites. Je pense que ça passe par la formation de tout le monde, de tous les gens qui ont envie de faire bouger les choses, chacun à sa place, à son niveau. Pour garder une métaphore médiévale, chacun doit garder sa place sur la dentelle du rempart, au créneau. Et il n'y a pas que des chevaliers dans la vie, et c'est important que chacun trouve sa place et agisse du mieux qu'il peut. Pour parler de cette action militante, donc je vous ai présenté nos invités, et avant d'entrer dans le vif du sujet, avant de les laisser peut-être se présenter, j'aimerais vous poser une petite devinette. Est-ce que quelqu'un dans le public sait quel est le point commun entre Marion Maréchal, Guillaume Travers, Charles de Meyer, Thaïs Descuffon, Stanislas Rigaud, Charlotte Dornelas et quelques autres? Est-ce que quelqu'un a une petite idée? Bravo. Est-ce que alors, ils sont tous passés par l'IFP, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Alexandre Peset, donc le directeur de l'IFP, je le répète, vieux camarade. Alors je parle de lui en premier parce que c'est le plus ancien de nous tous. Il a influencé assez directement l'entreprise où personnellement je travaille, qui est SOS Chrétien d'Orient. Le président de SOS Chrétien d'Orient, Charles de Meyer, je crois que même son directeur général, Benjamin Blanchard, sont passés par l'IFP. Moi, je ne suis pas passé par l'IFP puisque j'ai le même âge qu'Alexandre. Donc mais voilà, je le laisse se présenter. Donc Alexandre Peset, pouvez-vous nous parler un peu de l'IFP, s'il vous plaît, en 1 minute?
Merci Pierre-Alexandre. Merci au cadre de l'Iliade d'avoir organisé cette belle journée, de nous avoir conviés pour présenter un petit peu plus les activités de l'Institut de formation politique. Donc Alexandre Peuzet, 46 ans, père de 6 enfants. Après avoir travaillé dans le journalisme et dans l'enseignement à l'Université Paris II en droit et sciences politiques, je me suis consacré à plein temps avec toute l'équipe avec laquelle j'ai la chance de travailler depuis 2006 à identifier des jeunes gens qui veulent servir la France. Et en les accueillant à l'Institut de formation politique, nous leur proposons des formations intellectuelles, des formations pratiques. Nous travaillons à la mise en réseau de ces jeunes gens et nous les poussons à prendre des initiatives, à prendre des responsabilités dans la cité, en politique, dans les médias, les associations, etc. etc. Voilà pour l'essentiel sur l'Institut de formation politique qui a été créé en 2004 sous forme associative, qui organise des formations principalement à Paris. Et je pense qu'on reviendra un peu sur les modalités de ces formations un peu plus tard. Merci Alexandre. Alors je me tourne vers Fabrice Lessade. Vous êtes le deuxième dans l'ordre d'ancienneté en matière d'institutions. En âge? En âge, je ne sais pas. Je ne parle que des institutions. Oui, c'est exact. Mais donc voilà, vous êtes une figure donc notoire, connue de l'Institut Iliade. Vous êtes manager, je crois, oui, dans la vie professionnelle. Dans la vie professionnelle. Donc vous avez l'habitude d'encadrer des équipes. Est-ce que vous pouvez encore nous présenter l'Iliade pour les gens qui, par hasard, seraient venus ici en voyant de la lumière? Ce serait très surprenant. Alors oui, l'Institut a été créé assez rapidement après la disparition de Dominique Vénère, qui est le déclencheur, vous le savez, de la fondation de l'Institut Iliade. Et nous avons, selon ces consignes, mis en place un cycle de formation long qui se colle un peu à l'année universitaire, octobre à juin, sur 5 week-ends de formation, 5 sessions pour chacune des promotions. Et cela, on l'a fait dès le début. On en est maintenant à la 11e promotion. Et ça, parfois, ça se passe assez bien, même si nous sommes plus jeunes que nos amis de l'IFP. Et en effet, je disais tout à l'heure en aparté à M. Peuzet que certains, après avoir fait l'IFP, faisaient un petit crochet par l'Iliade. C'était parfait. Merci, merci, merci. Je me tourne donc vers Édouard Husson maintenant, historien donc germaniste. Vous avez dirigé l'ESCP Europe Business School entre 2012 et 2014. Vous avez été vice-président également de l'Université Paris Sciences et Lettres. Vous dirigez aujourd'hui une publication qui s'appelle Le Courrier des stratèges. Et vous êtes également donc le représentant de l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques fondé par Marion Maréchal et Thibaut Monnier en 2018. Est-ce que vous pourriez donc nous présenter cette dernière institution à laquelle vous participez ? Oui, merci beaucoup de nous avoir invités. Effectivement, l'ICEP, l'Institut de sciences sociales, économiques et politiques, est la benjamine des institutions françaises dont nous parlons ici. Comme vous savez, elle a été créée en 2018. Donc elle existe depuis 4 ans. On en est à la 3e promotion de magistère, puisqu'il y a une formation sur 2 ans. Et puis il y a aussi des formations continues, de la formation continue. Il y en a au moins 2 promotions par an. Ça se fait sur une dizaine de longues fins de semaine. Alors, qu'est-ce qui est important ? Je crois, si vous voulez, qu'il y avait une double dérive de l'université. Il y a une double dérive de l'université. La première, c'est ce dont il a été amplement question, c'est le wokisme, la culture de l'effacement, etc. Et là, on a, avec l'ICEP, un espace de liberté. Et d'ailleurs, je pense que vous seriez étonné si vous veniez à un séminaire du corps professoral, vous verriez une grande diversité de parcours et d'opinions. Et on discute librement. Et la deuxième chose, c'est que je crois qu'on a été obnubilé par certains modèles, le modèle des universités de recherche, et alors tout le monde s'est mis à faire ça jusqu'à la moindre école de France, alors qu'aujourd'hui, l'enjeu, c'est un enjeu de formation et même d'éducation. On a affaire à certains étudiants qui sont brillants, mais tous nous disent qu'ils se sentent des lacunes. Ils peuvent avoir une culture générale ou une culture dans tel ou tel domaine, mais ils viennent d'abord pour faire le point, se ressourcer, et donc on a une double composante du parcours, management et sciences politiques, avec une très forte imprégnation de culture générale. Merci.
Et enfin, je me tourne donc vers le plus jeune d'entre nous, Martin Sellner. Donc, vous avez lancé votre plateforme récemment. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Vous êtes le père, je rappelle, d'un enfant. Vous êtes donc un jeune père de famille. Vous êtes également un militant. Voilà. Et donc, pouvez-vous nous présenter cette plateforme que vous venez de lancer? Merci. Bonsoir à tous. Je suis très honoré d'être ici ce soir. Pour prendre l'occasion, cet événement ici impressionnant, organisé, pour moi, c'est une bonne motivation aussi de créer un réseau plus fort avec l'Institut d'Iliade. Aujourd'hui, je suis ici, mais je ne sais pas si je suis digne d'être parmi vous, par bien sûr vos... vous l'êtes sans aucun doute. Vos projets, vos institutions, ils ne sont pas comparables avec notre projet métapolitique en ce moment. C'est un projet très nouveau, très jeune, mais avec de grandes ambitions. En ce moment, c'est une plateforme d'apprentissage que nous avons fondée cet été. Nous avons en ce moment 528 étudiants et nous offrons des courses, des séminaires digitaux. Et nous avons le but de concentrer, de structurer, mettre en forme et distribuer toute la théorie, la pensée du droit en Allemagne. Aussi, nous voulons offrir aux jeunes étudiants, militants, une vision et une occasion de gagner sa vie avec du travail théorétique, parce qu'il n'y a pas seulement les têtes connues, les professeurs, les docteurs qui offrent le séminaire sur la Gegenuniversität, mais aussi des jeunes, des étudiants. Et aussi, nous voulons créer un réseau des étudiants, des militants avec ce projet autour des universités pour commencer avec le militantisme autour des universités. Parce que je crois, en ce moment, aujourd'hui, pour trouver une vraie éducation, il faut quitter les universités, mais pour restaurer l'éducation et la formation pour toute la nation, il faut reconquérir les universités. Et c'est l'idée, c'est le but de la contre-université. Merci beaucoup. Alors, pour essayer d'aller un peu plus loin, moi je crois beaucoup aux choses très concrètes. Donc, si je suis un jeune militant aujourd'hui, si j'ai envie de trouver une formation alternative à l'éducation nationale, à l'université, voire aux écoles, qu'on est un peu obligé de fréquenter aujourd'hui pour aller au bout d'un cursus, qu'est-ce que je peux trouver si je viens chez vous? Qu'est-ce que vous m'offrez, vous, si je décide d'aller à l'Iliade, à l'IFP, à l'ICEP ou sur les plateformes de Martin Sellner? Est-ce que l'un d'entre vous, Alexandre Peuzet? Avec plaisir. Écoutez, pour recomprendre peut-être l'origine, la spécificité de l'IFP, remontons aux années 2000. À l'époque, il ne faut pas oublier qu'il y avait des conférences, des colloques, des universités d'été, mais vous ne pouviez pas suivre une formation continue en parallèle de vos études. Si vous vouliez chercher à vous désintoxiquer, avoir une formation alternative pendant l'année, il n'y avait pas d'offres spécifiques, et c'est pour ça que nous avons créé des week-ends de formation qui sont proposés à des lycéens, des étudiants, des jeunes actifs qui suivent ces formations à la carte à l'IFP. Vous allez pouvoir participer à des week-ends qui coûtent 50 € le week-end grâce aux généreux mécènes qui parrainent une partie de votre formation et qu'ils ont l'occasion de remercier à la fin de chacune des formations. Et ensuite, vous avancez dans votre cycle de formation par week-end à votre vitesse. Vous pouvez faire 3 séminaires, 3 week-ends en 3 semaines, 3 week-ends en 3 mois, 3 week-ends en 3 ans. Ces week-ends combinent toujours formation intellectuelle et pratique. On ne dissocie pas l'idée de l'action, la connaissance théorique de la connaissance expérimentale. Et le troisième volet, au-delà de la formation intellectuelle et pratique, c'est l'importance qu'on met à la dimension réseau. Vous allez rencontrer des jeunes gens qui viennent de toute la France, une majorité de provinciaux, et des jeunes gens qui ont des engagements variés. Là encore, début des années 2000, la plupart des jeunes gens qui étaient engagés, dont j'étais, on pensait l'engagement politique que de manière partisane. L'engagement politique, c'est un engagement électoral. Sauf pour l'avant-garde éclairée constituée par notre assemblée qui a été formée par Alain de Benoît, qui était un des premiers auteurs à travailler sur l'importance de l'engagement métapolitique.
Mais donc l'engagement, cette formation IFP, elle se veut résolument métapolitique. On se forme pour un engagement politique, culturel, associatif ou médiatique. Et donc tous les profils sont les bienvenus. Au-delà de cette dimension réseau par les formes d'engagement, il y a une dimension réseau par les doctrines intellectuelles que vous allez pouvoir apprendre, décortiquer, découvrir lors des formations de l'IFP. Pareil, début des années 2000, vous avez quelques écoles de droite, mais qui sont en général moribondes. On ne se dit pas encore identitaire au début des années 2000. On ne se dit pas même conservateur, réactionnaire, ou dans quelques cercles bien déterminés. On commence à se dire souverainiste, certains se disent libéraux, mais vous n'avez pas encore un lieu où vous allez pouvoir rencontrer des penseurs de ces différentes écoles, comprendre leur mécanique intellectuelle et quelles conséquences ça a directement sur les politiques publiques et sur la vie en communauté. C'est ce qu'on offre à l'IFP en mobilisant des formateurs, 370 formateurs qui viennent former ces centaines de jeunes gens qui viennent chaque année en week-end. Quelques noms peut-être de formateurs ? Oui, il y a évidemment les différents formateurs et cadres de l'Iliade. Je pense à Jean-Yves Le Gallou qui sont venus, mais à peu près toutes les personnalités que vous pouvez imaginer sont venues. Les Alexandre Delval, Chantal Delsol, Charles Gave. Et puis aujourd'hui, toute la première génération qui a été formée, vous parliez de Charlotte Dornelas et de bien d'autres, qui maintenant sont à leur tour les formateurs des plus jeunes générations. Thaïs, Samuel Lafont, Stanislas Rigaud, etc., etc. Entendu, merci beaucoup. Je me tourne vers Fabrice Lessat. Donc, nous avons dans la salle des jeunes gens qui sont potentiellement des auditeurs, qui le sont peut-être déjà. Nous avons aussi des gens qui peuvent être leurs parents, leurs grands-parents, et qui ont peut-être envie justement de conseiller une formation à leurs proches. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver si on vient au week-end de l'Institut Iliade ? Alors, je pense que la différence fondamentale du départ, quand on a créé les cycles de formation, c'est qu'on a axé sur deux dimensions, au moins culturelles et civilisationnelles, de façon assez marquée, ce qui a fait que, assez spontanément, dirons-nous, ou en tout cas le public était disponible et est venu spontanément vers nous. On a été, je dis pas submergés puisque c'était le démarrage, mais en tout cas, les candidatures sont arrivées assez facilement dès le début, justement par cet angle qui venait manifestement compléter d'autres offres qui étaient sur le marché, si j'ose dire. Et ça continue fort bien. Et on est dans cette ligne-là aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je rentre dans le détail. Un peu, oui. Un poil dans le détail. Je pense, oui, il faut. Un poil de détail, même si nos amis ont vu la petite vidéo tout à l'heure. En effet, donc cette organisation qu'on a décidée fait qu'on a un peu, j'ai entendu des gens qui viennent un peu de tous les milieux, et on a réussi à constituer des promotions justement de jeunes gens. Alors on dit jeunes gens, mais quand on a ouvert les formations, c'était du 23 ans, 25 ans jusqu'à 40 ans pour les premiers, et après ça s'est un petit peu rajeuni, mais de gens qui étaient déjà soit impliqués dans le militantisme, soit, et c'était ça l'originalité, pour la moitié de nos promotions, des gens qui, j'ose dire, ne venaient de nulle part, en tout cas qui n'avaient pas d'antériorité, qui n'avaient pas d'implication à droite à gauche dans des associations, dans des mouvements, et qui, manifestement, étaient en recherche de quelque chose. Et cette dimension culturelle et civilisationnelle que nous proposions venait justement répondre à cette recherche. Et ça a fédéré en fait ces groupes de promotion et des rencontres fortes qui se sont passées au fur et à mesure des promotions. Entendu, merci beaucoup. Donc je me tourne maintenant vers Édouard Husson. Même question. Que trouve-t-on donc si l'on vient à l'ICEP ? Alors, une partie des réponses pourraient être les mêmes, puisque nous sommes une institution cousine, je dirais, de celles qui sont ici. Et une des différences, c'est que nous sommes à Lyon. Ça a été un choix de Marion Maréchal et Thibaut Monnier, qui a été de se dire, d'abord il y a des institutions très bien à Paris, mais en plus, voilà, il faut aujourd'hui, quand on ne peut pas parler de réenracinement, on ne peut pas parler de patrimoine, de transmission, si la première obsession qu'on a, c'est être à Paris pour fréquenter ces élites dont on parlait tout à l'heure. Donc ça, j'insiste là-dessus. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit en termes de métapolitique. Les programmes de formation continue que nous offrons sont assez proches de ce que peut offrir l'IFP. Je pense qu'il y a d'ailleurs une inspiration, un modèle, sans aucun doute. Je voudrais insister sur le magistère,
puisque ça, c'est l'originalité de l'ICEP. Nous avons des formations, nous avons chaque année une classe entière, une bonne vingtaine d'étudiants, et nous sommes en mesure de voir augmenter ça. Nous irons certainement vers 2 ou 3 classes dès cette année et dans les années qui viennent. Et donc, nous recevons des étudiants pour 2 ans. Ça s'appelle magistère puisque vous savez que l'université publique a le monopole de la collation des grades et donc nous n'avons pas encore le grade de master, mais c'est en cours, les dossiers sont en cours de constitution, mais c'est formation au niveau master, management et sciences politiques, très intensif. Bien sûr, ça dure 2 années. La 2e année, il y a un stage de fin de parcours. Vous allez dire, ça ressemble à un IEP, ça ressemble à une école de commerce, où c'est la combinaison des deux. Oui, sauf que il n'y a pas de wokisme, sauf que on s'occupe personnellement de nos étudiants, et croyez-moi que pendant la période Covid, ça a été extrêmement important. C'est quelque chose qu'il faut souligner et je tiens à souligner là l'engagement de tous les professeurs qui ont beaucoup donné de leur personne et qui n'ont pas cru que parce qu'on était obligé de faire des cours en ligne de temps en temps, c'était moins de boulot et il fallait moins parler aux étudiants, au contraire. Donc il y a eu beaucoup d'encadrement. Il y a aussi, on disait tout à l'heure, c'est pas simplement théorique, c'est aussi pratique. Nos professeurs sont pour moitié des praticiens. Et c'est ce mélange entre académique et praticien qui est extrêmement fructueux. Et puis, il y a une expérience de vie, il y a des stages d'aguerrissement, il y a des cours de danse, il y a une initiation à l'énologie, il y a beaucoup de choses qui peuvent vous donner envie de venir passer 2 années. Le témoignage parce que nous avons déjà 2 promotions diplômées, la 3e va l'être cette année, et le témoignage de tous les étudiants, c'est que d'abord, ils ont eu le sentiment d'être restructurés dans un monde sans repères. Et là encore, l'encadrement de l'école, les professeurs y sont pour beaucoup. Et puis, la deuxième chose, c'est que nous avons aussi une attention toute particulière au placement professionnel de nos étudiants qui vont vers des municipalités, assistance aux élus, direction de cabinet par exemple, qui vont vers les médias, qui vont dans de grandes entreprises françaises. Et de ce point de vue-là, nous sommes fiers d'arriver déjà sur les 2 premières promotions à bien placer nos étudiants. Merci beaucoup. Martin Sellner, alors même question un peu, qu'est-ce qui peut encourager les parents ou les grands-parents qui sont présents à envoyer leur progéniture vers vos plateformes? Comme je l'ai déjà dit, nous n'avons pas une faculté ou un corps professoral en ce moment, mais quand même, la contre-université est organisée dans une structure semestrielle. Alors, il y a des séminaires qui commencent, comme l'université. En ce moment, il y a des cours sur la révolution conservatrice, sur Nietzsche, Plato, Guy Debord, mais aussi des choses pratiques comme la communication visuelle politique. Et ils sont retransmis en direct, ces cours online sur vidéo et audio. Et après, on peut poser des questions aux professeurs ou échanger avec les autres étudiants dans le forum. Et après ce semestre, il y a des examens. Et dans le futur, nous voulons aussi créer un diplôme. Aussi, vos institutions sont des inspirations pour nous ici. Nous avons des conseillers ayant des expériences académiques pour ça. Mais aussi parce que nous n'avons pas seulement un projet d'éducation, mais aussi de militantisme. Si vous voulez, pouvez vous mettre en réseau avec des autres étudiants qui sont dans notre liste, qui habitent près de vous. Et, dans une semaine, le week-end prochain, nous avons notre première conférence en collaboration avec le IFS, une institution conservative allemande. Et là-bas, on va se rencontrer avec aussi les étudiants de la contre-université pour les mettre en réseau. Nous avons aussi des petits autocollants. Vous pouvez les obtenir en dehors parce que nous voulons démontrer aux autres étudiants et à les universités de gauche qu'une contre-université, une alternative existe. Alors, notre principe est l'accessibilité maximale, mais aussi le militantisme.
mélanger le militantisme avec la formation. Et aussi, c'est moins coûteux, alors ça coûte une frais de scolaire de 7 € par mois. C'est nécessaire pour payer les professeurs qui offrent les courses. Et c'est pas très cher, c'est peut-être 2 bières dans une banlieue de Vienne, peut-être une bonne comparaison. Une petite bière à Paris. Merci alors beaucoup. c'est abordable. Alors, je voudrais faire une petite digression dans le programme, mais Édouard Husson évoquait le wokisme à l'université, et je pense vraiment que ça va être une des grandes menaces pour nos enfants, nos petits-enfants. Est-ce que, messieurs, dans vos programmes, il peut être envisageable, est-ce que c'est déjà fait, non pas simplement d'épargner le wokisme à nos jeunes, mais de les prémunir et même de leur montrer en quoi cela peut être dangereux quasiment pour leur santé mentale, mais aussi pour nos sociétés. Est-ce que vous avez ce genre de programme prévu ou en route? Qui répond? Alors, moi, tout le monde n'est pas obligé de répondre, c'est celui qui Comme moi, ça va aller vite, c'est pas au programme, l'Institut Iliade. Mais je vais peut-être paraître pour un optimiste et un naïf, mais à partir du moment où les jeunes viennent chez nous, le sujet, en fait, meurt de fait par rapport au message. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Non. non, parce qu'on peut avoir conscience et avoir un bon esprit, mais à qui il manque des munitions intellectuelles. Oui, justement, c'est ce qu'on leur donne. Et j'imagine que nous, on fait tous la même chose. On leur donne ces munitions pour contrecarrer, rentrer dans le débat s'il faut. Ouais. Mais spécifiquement, ce n'est pas... il n'y a pas de module. Non, voilà. Il n'y a pas de module, il n'y a pas une thématique spécifique pour le combattre. Alexandre Peuzet. Alors, nous avons un module spécifique qui est animé par un auteur. Je vous recommande d'aller lire sur Internet et de retrouver les passages audio et vidéo. C'est Pierre Valentin, un de nos étudiants qui a fait la première étude sur le wokisme, dont vous pouvez retrouver l'entretien sur Sud Radio, je vous dis, sur Internet, et télécharger son étude directement sur la Fondapol. Donc voilà, très tôt, on a travaillé sur ce sujet et animé des modules. Et c'est une des spécificités on s'efforce de faire, et on pousse nos étudiants à cela, c'est de se spécialiser sur une thématique, pas seulement à titre personnel, mais d'aller la porter dans le paysage public. Et donc, on propose des entraînements médias intensifs pour ensuite être armé et être capable, comme il l'a fait avec talent, d'aller dans les grands médias. Merci beaucoup. Édouard Husson. Alors, si vous voulez, nos étudiants, ils viennent pour entendre parler d'autre chose, pas entendre les mots qu'ils ont en permanence dans les médias. Donc, je dirais, on n'a pas fait de formation spécifique, peut-être qu'on en fera une. En revanche, tous les professeurs qui viennent enseigner, d'une manière ou d'une autre, ils sont venus là parce qu'ils avaient diagnostiqué très tôt le problème ou parce qu'ils constataient une accélération terrible dans les universités de sciences sociales, de sciences économiques, dans les instituts d'études politiques. Et donc, je dirais que ça s'insère naturellement dans tous les cours. Chacun de nos cours consiste à équiper les étudiants, à les armer intellectuellement, culturellement, à leur donner les références, à leur redonner le sens des perspectives, plus les conférences, évidemment, qui, elles, peuvent être dédiées spécifiquement au sujet. Au sujet, entendu. Martin Sellner, un mot sur le wokisme ou c'est pas encore traité chez vous? Non, je crois une chose qui est peut-être particulière sur la contre-université, et il y a aussi des jeunes étudiants qui font leur master, par exemple, qui aussi ont la possibilité d'offrir un cours sur notre plateforme. Alors, c'est aussi une motivation de ce projet d'offrir un moyen de gagner sa vie, gagner un petit peu de l'argent avec un travail théorique, parce que je crois que beaucoup de jeunes qui font des études humaines n'ont pas la possibilité de vraiment travailler dans ce genre. Très souvent, ils sont les secrétaires pour des politiciens. Et pour moi, c'est aussi très important d'offrir une possibilité pour gagner sa vie avec le travail théorique, même si on n'est pas Julien Rochetti ou ne peut pas écrire tous ces livres. Alors, nous avons aussi quelques jeunes qui font leur master, qui peuvent publier leur premier livre avec la contre-université. Entendu, merci. Alors, on a évoqué la question des élites, et ça pose la question du sens que l'on donne à vos formations, mais aussi des débouchés que l'on peut avoir. Alors, j'en reviens, je me permets de donner mon avis, mais je pense qu'on ne doit pas être là que pour former des cadres supérieurs, des futurs ministres, mais des gens avec la tête bien faite. Alors,
dites-moi si vous me rejoignez là-dessus. On est en phase. Ou non. Mais à mon avis, il faut réfléchir au sens que l'on donne au terme élite. Et à mon avis, un charpentier avec la tête bien faite vaut mieux qu'un ingénieur mal fichu dans sa tête. Voilà. Et donc, j'aimerais savoir, messieurs, donc, si vous partagez déjà ce point de vue et si vos formations reflètent ce point de vue, et savoir donc qui vous souhaitez former et quels sont vos objectifs, quelles sont vos ambitions donc, dans le cadre des formations que vous offrez. J'ai un peu dit tout à l'heure que notre public, ceux qui candidatent, en tout cas nos cycles de formation, viennent un peu de partout. Et il est vrai qu'on constitue des promotions avec des jeunes qui n'ont pas spécialement Bac plus 5 ou Bac plus 7, vous voyez. Et il n'est pas rare de trouver dans nos formations, dans chacune de nos promotions, un artisan, un ouvrier, je ne sais pas. Il n'y a pas de... En tout cas, on ne discrimine pas, puisque le terme est d'actualité. On ne discrimine pas à l'entrée. En tout cas, on pense que ces gens-là, ils ont un besoin. S'ils viennent chez nous, c'est qu'ils ont un besoin, et on essaye de répondre à ce besoin. Ce que je voulais vous dire, c'est que moi, je voudrais qu'on rajoute quand même la notion que les jeunes qui viennent chez nous, j'ai l'impression qu'ils cherchent aussi quelque chose d'autre. Et en l'occurrence, ils cherchent clairement un réseau, un esprit communautaire, et ça se sent tout de suite dans les promotions. Il se crée une entraide, une solidarité. Une communauté, alors. Ah oui, complètement. Et c'est arrivé assez rapidement dès le début, et plus on avance, plus c'est ça. Et ça, c'est, je pense, en plus de ce qu'on doit donner comme sens, ça me semble essentiel, justement. Oui, donner des solidarités. Oui. Ah, mais le monde qui est autour de nous nous oblige à cette solidarité, à cet esprit communautaire. Édouard Husson. On peut partir effectivement de nos promotions, des recrutements. Si vous voulez, je pense que le fait d'être à Lyon nous fait sentir très clairement ce besoin d'enracinement et de créer, puis vous parliez des élites et on va dire des parties supérieures de ce qu'on entend par élite. Non, je pense que là, l'ambition de l'ICEP, c'est de créer une véritable classe moyenne des élites. Et des gens qui ne seront pas obsédés par le fait de monter à Paris, et peut-être qu'ils y feront de très belles carrières, mais qui veulent, là où ils sont nés, où ils se sont établis, s'enraciner et servir le bien commun. Et donc ça, c'est quelque chose, je crois qu'on le sent bien. Mais alors, on a aussi des parcours tout à fait inattendus et pas si paradoxaux que ça. Il y a chaque année maintenant un ou deux étudiants qui ont eu une expérience professionnelle à l'étranger et qui viennent faire l'ICEP. Alors ils viennent faire l'ICEP comme ils feraient un MBA, je dirais, c'est-à-dire vers 28-30 ans. Bon, évidemment, je leur fais toujours la plaisanterie un peu facile, mais vous savez, vous pensez global, donc vous devriez aller à Sciences Po. Et la réponse, elle est à peu près toujours la même. C'est non, justement, nous on a vu le monde, et donc on veut pas du bullshit de Sciences Po. On n'a pas besoin qu'on nous explique le truc imaginaire sur la mondialisation. On a vu le vrai monde. Et l'élément très intéressant là-dessus, c'est qu'ils disent on a besoin de redécouvrir notre pays. Et on pense que c'est dans une école comme la vôtre qu'on peut le faire. Et ça, je crois que c'est extrêmement important si on développait des institutions qui donnent envie aussi à des gens qui ont fait des études à l'étranger ou qui ont commencé à passer quelques années à l'étranger de revenir s'installer en France pour servir le pays. Merci beaucoup. Il nous reste 3 minutes, me signale-t-on. Je donne la parole à Martin Sellner pour répondre à cette question. Donc sur votre vision des élites et ce que vous souhaitez faire avec vos auditeurs. Et je laisserai ensuite Alexandre Peuzet répondre rapidement à la question et nous donner le mot de la fin de cette conférence. Le titre de cette conférence ici, le restaurer le politique. Je crois pour restaurer le politique, il faut dominer la métapolitique. Et pour ça, on a besoin de cadres de ce métapolitique. Tous les jeunes qui s'intéressent dans la contre-université, la Gegen-Uni, qui deviennent des étudiants qui se rencontrent, toujours ont la foi et toujours croient que
qu'on peut sauver l'Europe. Je crois que c'est déjà possible, mais il faut, comme Julien Rochedi a dit, une idée, une vision alternative. Je crois que c'est nécessaire. Je crois que dans des réseaux et des projets comme Iliad et aussi vos instituts de la formation politique et la Gegenuni, on peut créer cette vision. Et pour moi, c'est aussi très important de dire ça parce que pendant quelques conférences, c'était un peu l'esprit que c'est la fin de l'Europe ou c'est, comme Verlaine dit, l'empire à la fin de la décadence. Et moi, je ne crois pas le cas parce que l'Europe meurt pas parce qu'elle est trop âgée. La vieillesse, ce n'est pas la raison pour le meurtre de l'Europe, mais l'Europe est tuée. Et alors, si on se rend compte que l'Europe est tuée, c'est bien sûr horrible, mais aussi ça me donne de l'espoir parce que si quelqu'un est tué, on peut le sauver. Alors je crois qu'on peut sauver l'Europe. Espérons. Mais pour ça, on faut ces cadres de la révolution culturelle de droite. Et pour paraphraser un politicien qui est très connu en France, peut-être le président Prangin, je crois que l'Europe n'a pas dit son dernier mot. Espérons également. Alexandre Peuzet. Sur votre question sur les profils, tout d'abord, évidemment, on accueille tous les profils. Et la semaine dernière, on a eu un témoignage de Franck Ferrand qui est venu faire un module de formation. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il nous expliquait, venu d'un milieu modeste, comment il est monté dans les différentes sphères et comment, à son âge, eh bien, l'enseignement qu'il tire, c'est que son père boucher avait raison sur à peu près tous les sujets qu'il contestait, lui, en faisant des grandes études. Pour ce qui est ce que soulignait M. Le Sade sur la dimension communautaire des formations, elle est incontestable. Il y a une montée en puissance de jeunes gens qui ont envie de se retrouver pour pouvoir échanger avec des gens qui peuvent échanger sans sortir immédiatement un certain nombre d'anathèmes qu'on connaît bien. Et beaucoup nous disent que ça fait du bien de venir au séminaire de l'IFP parce que j'étais seul dans ma classe, seul dans mon université, seul dans ma ville. Et on leur rappelle que ce sont toujours les minorités évidemment qui font l'histoire, mais qu'il faut ne pas oublier qu'il y a beaucoup de spectateurs et quelques acteurs. L'important, c'est que ces acteurs se retrouvent, s'unissent, travaillent ensemble. Et je quitterai, puisque vous me demandez de conclure, sur un message qui est le message qu'on fait passer à l'Institut de formation politique à tous nos jeunes, et que je me permets d'adresser aux jeunes et même à leurs parents qui sont ici. Je crois qu'un des fils conducteurs de la journée d'aujourd'hui, de l'Iliade, c'est la question démographique. Face au péril démographique que traverse notre pays et notre civilisation, la priorité en termes d'engagement pour tous les jeunes, la priorité des priorités, c'est de se marier, d'avoir des enfants et de transmettre le patrimoine qui est le nôtre à leurs enfants. Voilà, merci. On est en phase sur la conclusion. On est en phase sur la conclusion. Je rebondis, je vois que les organisateurs ont mis la petite affiche concernant la formation jeune du 11 et 12 juin. On a en effet ajouté à la formation longue des week-ends spécifiques pour les plus jeunes, les 18-23 ans, parce qu'en fait, on est submergé de candidats et nos promotions, ils sont toujours de 24 personnes. Et donc, on a rajouté pour les plus jeunes d'entre eux des week-ends spécifiques et qui permet après éventuellement de passer à la formation longue. La prochaine, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, qui sont dans cette salle, c'est le 11-12 juin. Merci beaucoup. Merci messieurs. Et nous vous souhaitons une bonne fin de soirée avec une autre intervention. Messieurs, merci beaucoup. On peut les applaudir.